Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence sur le plateau de Supply Chain Village sur une thématique qui est la stratégie e-commerce omnicanal, comment repenser vos réseaux logistiques. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Gilles Yaniv. Bonjour Gilles. Bonjour et Jean-Philippe. Yves Dallery, tous les deux donc associés du cabinet Diagma que tout le monde connaît bien entendu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être je vais laisser la parole à Yves pour nous dire comment vous allez traiter ce sujet. Oui, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous pour partager un retour d'expérience sur les différentes missions qu'on a pu mener sur les dernières années autour de ces questions de comment transformer, comment repenser son réseau logistique alors que les entreprises font face à la montée de demandes e-commerce omnicanal. Donc ça s'adresse à des publics très divers. À la fois, on va parler de retail, puisqu'on va parler de stratégie omnicanal, mais on trouve aussi un développement fort du e-commerce dans l'industrie. Donc tous les messages qu'on va vous faire passer sont globaux et s'adressent aux deux secteurs. Donc je vais vous faire rapidement une toute petite présentation de Diagma pour ceux qui nous connaîtraient pas. Pour les rares personnes qui ne connaissent pas encore le cabinet. Et puis après, on commencera par prendre quelques cas où on vous fera remonter un petit peu comment les clients sont venus nous voir, quel genre de questions ils nous ont posées pour poser un petit peu le décor. Et puis après, on va commencer à dérouler un petit peu les points clés d'un projet de transformation de ce type. Et on terminera après un petit peu par comment ça s'aborde et surtout les facteurs clés de succès de projets de ce type-là. Voilà. D'accord, très bien. Alors je rappelle qu'on va avoir 40 minutes à peu près de présentation, mais vous pouvez dès à présent poser vos questions. Les questions seront regroupées à la fin et donc nos intervenants pourront y répondre pendant une vingtaine de minutes à peu près. Voilà, donc je prends la main au début, on va alterner avec Gilles sur les différentes thématiques qu'on va couvrir. Donc très rapidement, ce que je disais, un petit mot de Diagma, les problématiques concrètes, les points clés, et puis comment réussir son projet, facteur clé de succès. Donc Diagma, société de conseil spécialisée en supply chain, on est vraiment concentré sur ce domaine, mais avec une vision supply chain très étendue, end-to-end, où on couvre vraiment tous les domaines de la supply chain. Et notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation de business model, à s'adapter de plus en plus, hein, pas seulement parce qu'il y a eu la crise sanitaire, mais depuis des années, on sent bien que les choses bougent de plus en plus. Donc, il faut des supply chains agiles au service des clients. Et en plus, en intégrant donc toutes les dimensions du développement durable, nous, on sent bien sur nos projets sur les dernières années que les dimensions environnementales en particulier sont de plus en plus clés dans les projets qu'on mène. On est globalement organisé autour de 3 piliers qui couvrent donc toutes ces problématiques supply chain dont je parlais. Un pilier qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est plus un pilier de comment on monte une stratégie supply chain, comment stratégie logistique, footprint industriel, footprint de distribution, mais pas que ça, organisation, gouvernance, rôle, responsabilité d'une fonction supply chain dans l'entreprise. On a un deuxième pilier qui tourne autour de tout ce qui est pilotage de flux, donc prévision, planif, appro, SNOP, IBP, donc comment je pilote efficacement cette supply chain. Puis un troisième pilier qui est plus lié aux opérations physiques, logistique transport, logistique usine, où on a en particulier un savoir-faire très fort sur l'entrepôt, la conception d'entrepôt, la mécanisation d'entrepôt. Voilà les 3 grands pôles qui nous animent à Diagma. Et point important, on accompagne vraiment nos clients du design, de la conception, de l'analyse de l'existant, donc diagnostic au départ, jusqu'à la transformation, conception de la solution cible et accompagnement à la mise en œuvre, parce qu'on pense que c'est important d'accompagner nos clients jusqu'au bout si on veut une transformation réussie. Voilà, et puis on fait aussi du recrutement, de la formation, et on est évidemment très impliqué dans les technologies et systèmes d'information.
En termes de clients, on est spécialisé en supply chain, mais on est vraiment tout secteur du point de vue des applications industrielles, retail, tout type de secteur industriel, un petit peu amont, lourd, ou bien des secteurs plus comme le luxe, la mode, où on est très présent, et puis beaucoup dans la distribution, grande distribution spécialisée. Voilà, rapidement, petite introduction Très bien, merci. À Diagma. Donc, on va commencer par pour lancer un petit peu, poser le sujet, par quelques questions que nous posent nos clients. Donc, je vais commencer avec un de mes clients avec qui je travaille depuis pas mal d'années, qui est Decathlon, que tout le monde connaît, leader mondial de la distribution d'articles de sport. Si je vous brosse un petit peu le contexte, donc on a fait une mission de stratégie omnicanal il y a à peu près 2 ans avec eux, qu'on prolonge maintenant sur d'autres dimensions. Et quand ils sont venus nous voir, en gros, c'est des gens qui sont assez bons en supply chain depuis pas mal d'années. Donc, ils ont une supply chain assez mature, un réseau européen assez bien constitué, mais il y avait une transformation forte. Ils voyaient le e-commerce qui était en train de monter rapidement, et surtout, ils voulaient vraiment aller s'appuyer sur ces magasins, la force d'un retailer qui a son réseau de magasins, pour faire une vraie transformation omnicanal. Voilà, donc ils sont venus nous voir en nous posant des questions d'abord essayant de réfléchir ensemble à quelle promesse client il faut répondre, et je vais revenir parce que c'est essentiel. Et puis donc comment on réinvente son réseau logistique qui est déjà important, mature, qui marche relativement bien, pour accompagner cette transformation, et un point focus en particulier sur quel rôle pour les magasins, puisqu'il faut tirer parti absolument de cette valeur ajoutée d'avoir ce fantastique réseau de magasins que peut avoir un acteur comme Decathlon, par exemple. Voilà un premier exemple. Gilles? Oui, moi je vais prendre un deuxième exemple, donc encore dans la distribution, mais cette fois-ci dans la distribution spécialisée. Donc chez DSC 5, qui fait partie du groupe Saint-Gobain, plus connu sous l'enseigne CDO. Donc là aussi, c'était une enseigne qui était performante, qui offre un service quand même assez très bon, puisqu'on peut commander jusqu'à 19h pour être livré en J+1, y compris sur des produits, et ça c'est une des spécificités, des produits assez volumineux, assez lourds, comme des ballons d'eau chaude, des chaudières, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est important, et ils voulaient quand même progresser, parce que là encore, il y a la croissance du e-commerce. Ils se posaient des questions aussi sur la mécanisation, donc ça c'est important, c'est une des questions clés, parce que ça télescope aussi la question du réseau logistique. Donc ils voulaient se reposer la question, même s'ils étaient performants, de vers où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire dans les 5-10 prochaines années. Ce qui est important dans un réseau logistique, c'est qu'on ne raisonne pas pour tout de suite, on raisonne pour le futur. Bien sûr. Donc ça, c'est un deuxième exemple dans la distribution. Et comme le disait Yves, cette problématique du e-commerce touche maintenant toutes les entreprises. Ça a commencé par la distribution, mais là, c'était le cas d'un de nos clients qui est dans les produits de grande consommation, donc qui est majoritairement, classiquement distribué dans des hypermarchés ou dans des chaînes comme Darty. Depuis une dizaine d'années, il est de plus en plus vendu par Amazon ou Cdiscount, les leaders du e-commerce. Et là, maintenant, il veut se développer dans ce qu'on appelle le direct to consumer, c'est-à-dire le fait de vendre directement aux consommateurs via des propres sites web, et d'être capable de gérer tout depuis la commande jusqu'à la livraison, jusqu'au retour, pour ses clients. Donc, les problématiques qui se posaient, c'était est-ce qu'il faut faire ça? Et il est présent dans le monde entier, mais le projet portait sur l'Europe. Est-ce qu'il faut faire ça uniquement depuis un entrepôt en Europe, ou est-ce qu'il faut avoir un entrepôt dans tous les pays? Et est-ce que ces entrepôts doivent être communs avec l'entrepôt qui livre Carrefour, qui livre des palettes complètes? Est-ce que je dois faire dans le même entrepôt un service qui livre des palettes complètes, des camions complets, et puis mon consommateur qui veut un article tout petit, bien emballé et rapidement? C'est pas du tout la même logistique, et donc ça se pose la question de est-ce qu'il faut le faire ensemble? Un dernier exemple, ça concerne l'industrie du luxe, pour lequel Diagma travaille de manière très, très forte, a beaucoup d'expertise. Donc c'était un acteur qui, et le luxe, il a pris le virage du e-commerce depuis environ 5 ans.
Donc c'est devenu quelque chose de très important. À l'origine, cet acteur faisait tout depuis un site qui se trouvait en Italie, donc livrait toute l'Europe depuis l'Italie. Et ils se sont posés avec l'augmentation des volumes et le fait que dans le luxe, les clients sont très exigeants. Ils se sont posé la question, est-ce qu'il faut que je reste avec ce stock en Italie ou est-ce qu'il faut que j'ai plusieurs points d'expédition? Et par-dessus, s'est posé l'aspect du Brexit qui pose pas mal de questions à plusieurs de nos clients. Comment est-ce que je fais pour expédier un client qui se trouve à Londres? Est-ce que je dois ouvrir un site en Angleterre ou est-ce que je peux faire ça depuis la France ou depuis l'Italie? Donc ça, c'est aussi un exemple de questions sur le réseau logistique qui nous est posé. Donc des problématiques très variées, des gens qui débutent, des gens qui sont qui font des millions de commandes comme Decathlon. Donc on a des problématiques très très variées. Bien, donc on va essayer de passer en revue un petit peu. On a mis en évidence les points clés auxquels il faut bien penser et mettre l'accent sur quand on traite des projets de ce type-là. On va se focaliser un petit peu sur la partie stratégie, mais juste avant, j'aurais bien vous partager, vous montrer que ces projets de transformation supply chain, e-commerce, omnicanal sont des projets qui couvrent l'ensemble des points qu'on traite habituellement en supply chain. Donc, je vous ai mis au milieu l'aspect stratégie avec quelques points clés, promesse client, réseau, gouvernance. C'est ça qu'on va creuser après. Il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on a fait ce premier travail high level, qui est évidemment essentiel parce que ça donne les orientations stratégiques, après, on repasse sur nos fondamentaux, c'est-à-dire il y aura de la logistique, il y aura des sites dans cette nouvelle stratégie. Comment est-ce qu'on va les organiser? Est-ce qu'on va les mécaniser ou pas? Comment on priorisera des commandes? Comment on traitera les retours, qui est une problématique extrêmement importante en e-commerce parce qu'on fait vraiment de l'épicerie fine quand on fait les retours. L'aspect livraison, transport-livraison, on passe en plus, pas toujours, mais souvent par des prestataires externes. Donc, comment je m'assure que j'ai une supply chain efficace en aval jusqu'au moment où j'arrive chez mon client, voire même quand je viens reprendre quelque chose chez mon client, suivi, traçabilité. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. Et puis tout ce qui est pilotage, tout ça, comment est-ce que je vais faire mes prévisions par canal, mon e-commerce, pas mon e-commerce, comment est-ce que j'ai une cohérence globale de ma vision de prévision et puis de pilotage derrière, d'allocation de stock. On y reviendra sur la gouvernance, c'est un point clé. Quand on est multicanal, comment est-ce qu'on gère un stock éventuellement mutualisé? Puisque comme Gilles l'a dit, une des grandes questions, c'est est-ce qu'on mutualise ou pas nos forces, nos ressources et en particulier nos stocks. Et puis évidemment, la guerre derrière, un petit peu en back-office, c'est tout le système d'information, les OMS, pour savoir si j'ai plusieurs points de stock disponibles dans lesquels je vais aller taper pour être le plus efficace pour mon client, pour rééquilibrer éventuellement des stocks, etc. Donc tout le pilotage des systèmes d'information derrière. Voilà. Donc nous, on accompagne nos clients sur toutes ces dimensions. On va se focaliser ici toujours, encore une fois, sur la partie un petit peu plus stratégique de cet aspect de repenser son réseau logistique. D'accord. Alors, un premier point, alors vous me direz, c'est vrai, tout projet, tout projet doit être bien cadré au départ, on doit se poser les bonnes questions avec ses clients, mais dans des stratégies commerce omnicanal qui dépassent largement un périmètre fonctionnel d'une fonction supply chain où on travaille de temps en temps, là, c'est clair qu'on est directement au niveau d'un codir, les autres fonctions sont impliquées puisque ça touche tout le monde, c'est une vraie transformation d'entreprise. C'est encore plus important de bien cadrer, de bien définir le terrain de jeu, le périmètre, de bien voir les questions auxquelles on veut répondre et celles qui ne font pas partie de ce projet aussi pour les éliminer tout de suite et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté après. Bien s'aligner sur les mesures de performance. Donc, évidemment, le service est au cœur de ces stratégies, les coûts, le cash via le stock, mais aussi de plus en plus les dimensions environnementales, développement durable. Moi, je vois, nous, quand on faisait des missions jusqu'à il y a 5 ans en arrière, on disait à nos clients, mais alors le CO2, comment on le prend en compte? Et on voyait bien que c'était encore, oui, vous faites sur de l'économique, et puis au dernier moment, on fera éventuellement un calcul de CO2 pour voir.
Là, les choses sont complètement retournées. Sur la dernière mission, les émissions de CO2 sont au même titre qu'un facteur de coût. Donc, on sent bien qu'il y a eu une vraie prise de conscience et ça change la donne, évidemment, dans les modèles qu'on construit, dans les projets qu'on construit. Dernière chose, les acteurs sont essentiels parce que c'est très transverse, ces problèmes de stratégie e-commerce omnicanal. Donc là, c'est essentiel de bien intégrer les acteurs parce qu'on prépare la conduite du changement derrière. Alors, je vais commencer par un point qui est clé pour nous, qu'on a vu apparaître très vite dans l'émission qu'on a faite, c'est qu'on arrive rarement chez un client qui nous dit « Moi, j'ai bien réfléchi, je connais exactement les promesses que je veux offrir pour mes produits et donnez-moi le réseau logistique en réponse ». Et d'ailleurs, ça serait peut-être même pas bien d'arriver comme ça parce qu'il y aurait des partis pris, on aurait décidé des choses, alors que nous, on travaille plutôt en mode un peu itération. Parce que vous comprenez bien que c'est très imbriqué, promettre tout et n'importe quoi, comme le font certains en termes de vitesse, etc., etc. Ça demande des réseaux extrêmement rapides, etc., qui sont peut-être pas adaptés pour tous les besoins d'usage des clients. Et en plus, avec la dimension environnementale, développement durable qui pousse, on commence à se rechallenger beaucoup sur ces aspects-là. Donc, je vous ai mis ici les 4 dimensions principales quand on construit une promesse client. Il y a évidemment la question sur laquelle je vais revenir de quel délai et puis derrière quel cut-off. Donc ça, c'est un petit peu la vitesse. Mais cette question, il faut se la poser par rapport au type de produit. Tous les types de produits et les usages clients n'ont pas besoin des mêmes promesses clients. Donc évidemment que si vous distribuez ou si vous vendez des cartouches d'imprimante, ça, c'est du dépannage. Il va falloir être capable de faire de l'ultra rapide très vite parce que les gens, sinon, seront complètement bloqués. Si on travaille aussi beaucoup dans d'autres domaines de distribution spécialisée, si vous vendez des canapés, le besoin n'est peut-être pas le même. En revanche, on aura envie que le canapé soit livré dans un créneau qu'on aura pris au moment de la commande et pas quelqu'un qui nous rappellera après. Donc, les besoins sont pas du tout les mêmes. Pareil sur les équipements, en général, il y a peut-être besoin un petit peu moins de réactivité, sauf pour des besoins critiques. Nous, on a travaillé avec Boulanger sur tous ces aspects-là. Eux, évidemment, ils ont besoin que si quelqu'un tombe en panne de réfrigérateur, on ait une offre extrêmement rapide. Je pense que vous le savez, ils ont développé un truc fantastique qu'ils appellent le 22L, qui est de dire jusqu'à 22h, je commande, et le lendemain matin, j'aurai mon réfrigérateur, soit dans mon magasin, soit livré à domicile. Donc là, on sent bien qu'il faut rester sur une promesse rapide parce qu'il y a un besoin d'usage derrière. Voilà, donc tout ça, on le travaille. Après, les points de rencontre, évidemment, classiques. Est-ce que c'est magasin, click and collect, chez le client, sur un lieu d'usage? Quand on bosse avec des Decathlon, ils nous disent « Mais moi, je veux quelqu'un sur un mur d'escalade, il lui manque quelque chose, on lui amène son équipement, etc. » Puis après, quelle zone géographique on veut couvrir? Est-ce qu'on veut couvrir 100% ou est-ce qu'on se dit les grandes agglos, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail qu'on co-construit avec les équipes produits, sales, marketing, pour arriver à partir d'une bonne base et qu'on retravaille au cours du projet parce qu'encore une fois, ça demande un petit peu à être impératif. Je fais juste un petit focus sur le point de gauche. C'est essentiel, les délais. Donc, on travaille avec des analyses d'isochrone, évidemment, pour voir un petit peu si je mets un site ici, qu'est-ce que je peux toucher, en sachant qu'on sépare bien les cas où on fait transport en propre. Je citais l'exemple de Boulanger tout à l'heure. C'est eux qui font leur transport en propre, magasin et livraison à domicile, de beaucoup d'autres business où on passe par des prestataires de transport et là on est tributaire d'une heure au plus tard où il faut amener le produit sur le site, sur le hub d'entrée du prestataire. Donc ça m'amène à un autre point qu'on analyse dans les chronogrammes, c'est que le délai c'est une chose, mais dire J+1 sans préciser, ça ne veut pas dire grand-chose. J+1 avec un cut-off à 14 heures, c'est quand même relativement facile. J+1 avec un cut-off à 18h, c'est un peu plus tendu. J+1 avec un cut-off à 22h, c'est très, 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 très tendu. Voilà, donc on emmène nos clients sur ces réflexions, sur ce travail ensemble. Alors, je reprends le point qu'avait abordé Gilles tout à l'heure. Un des grands enjeux, quand on a des stratégies comme ça, c'est est-ce qu'on met tout dans le même panier? Est-ce qu'on mutualise? Est-ce qu'on essaye de faire des synergies, ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit il vaut mieux séparer? Alors, la réponse est simple, il n'y a pas de bonne réponse.
Voilà, donc il faut analyser en fonction des contextes au cas par cas. Si je vous prends l'exemple de la mutualisation des stocks, on n'a pas la même réponse si l'offre e-commerce correspond exactement, par exemple en retail, à l'offre magasin. Si au contraire l'offre e-commerce est 10 fois plus importante que l'offre magasin, peut-être qu'on n'aura pas la même réponse et qu'on aura tendance à plus séparer. Les modes de préparation de commandes, j'y le disais tout à l'heure, si je prépare en palette homogène d'un côté et au détail de l'autre, peut-être pas intérêt à mutualiser. Inversement, dans le retail, dans la mode, on est déjà habitué pour des magasins à commander des one for one, à la pièce. Donc on n'est pas si loin de ce qu'on fait en e-commerce. Et puis après, pour les spécialistes de logistique, il y a des enjeux autour de je ne traite pas de la même façon une commande mono-article, je ne vais pas la prélever de la même façon qu'une commande qui comprend plusieurs articles, plusieurs lignes de commande. Voilà, donc c'est tous ces aspects qu'on met ici. Et puis je recite encore la mutualisation du transport pour le click and collect. Si vous n'êtes pas sur le même site et que vous avez une part importante de click and collect, quid du transport que vous allez faire du site e-commerce vers les magasins alors que vous avez déjà votre propre transport qui va peut-être tous les jours dans les magasins. Voilà, donc ça, c'est des dimensions très importantes qu'on regarde avec nos clients dans ces études de stratégie. Okay. Le point suivant, c'est la mécanisation. Donc là, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos études de réseau logistique, parce qu'il y a un vrai arbitrage à faire au moment des décisions stratégiques entre, par exemple, quelqu'un qui veut avoir un site en France, mais hyper mécanisé, avec des très gros investissements, des fois des dizaines de millions d'euros d'investissement logistique, versus quelqu'un qui veut avoir 3 ou 4 sites beaucoup moins mécanisés. Donc il y a un arbitrage à faire, un arbitrage en termes de coûts, mais un arbitrage aussi en termes de services. Si vous avez un site qui est très très mécanisé, qui a toutes les dernières techniques, c'est peut-être très bien pour distribuer localement, mais après il faut transporter les produits à l'autre bout de la France ou de l'Europe. Donc c'est un arbitrage entre le coût, le service et la mécanisation. C'est quand même une tendance assez forte aujourd'hui en logistique, mais il ne faut pas pousser trop loin parce qu'il faut garder une certaine agilité. Donc ça, c'est une des difficultés dans ce type d'études. Il faut regarder la mécanisation. En même temps, il ne s'agit pas de passer 6 mois ou 1 an pour détailler comment va être organisé le site. Au moment où on réfléchit à la stratégie, il faut bien comprendre quels sont les enjeux de la mécanisation. Est-ce que ça va me permettre de réduire mon coût de préparation de 50%, de 10%, de 20%, et ensuite quels vont être les impacts sur le délai. Donc il s'agit de ne pas faire trop détaillé, mais de quand même intégrer cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable. Sinon, on peut faire des grosses erreurs en termes de stratégie. Alors, si vous distribuez 10 commandes par jour, ce n'est pas quelque chose que vous allez regarder, mais si vous distribuez des centaines ou des milliers de commandes par jour, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder, parce que la mécanisation e-commerce, quand on prépare des commandes qui font 50 ou 60 euros, si on arrive à gagner 1 euro sur chaque commande, c'est quelque chose qui est majeur en termes de rentabilité. Voilà. L'autre point aussi clé, c'est là, on s'adresse surtout à des retailers, c'est l'aspect que faire des magasins. Quel rôle doivent jouer les magasins dans le réseau logistique? Donc Yves a cité tout à l'heure le cas de Decathlon, qui a beaucoup de magasins en France, présents dans toutes les grandes agglomérations, tous les départements, ou même en Europe. Donc c'est un gros avantage des retailers classiques par rapport aux pure players. Donc cet avantage, il faut vraiment qu'ils réfléchissent comment capitaliser sur cet avantage. Que doivent faire les magasins? Les magasins, ils sont intéressants parce que c'est des points de stock, mais il faut bien se poser la question. En général, les magasins, ils sont pas c'est quand même pas des outils logistiques. Donc pour préparer des commandes, c'est quand même limité. C'est entre préparer une commande dans un magasin et préparer une commande dans un entrepôt, c'est pas du tout la même chose. Dans un entrepôt, on peut être beaucoup plus efficace. Je parlais de mécanisation, on va pas mécaniser un magasin.
Donc ça, c'est la première chose. On y vient quand même. Alors, il y a quelques magasins avec des autostores et Voilà. ce type de choses. C'est possible, mais quand vous avez 500 magasins, vous n'allez pas mécaniser 500 magasins. L'autre point, c'est la fiabilité des stocks. Si on veut que le magasin soit un outil efficace en matière de logistique, il faut qu'il ait des stocks hyper fiables, qu'on puisse s'appuyer là-dessus, parce qu'il n'y a rien de pire que de promettre à un client qui peut aller retirer les produits ou lui envoyer depuis le magasin et qu'on se retrouve au moment de la préparation de commande sans le produit. Donc ça, il faut la fiabilité. Alors on y arrive de différentes manières, soit en faisant des inventaires plus précis, soit en travaillant sur des choses comme la RFID. Mais en tout cas, c'est un des points clés, c'est comment fiabiliser le stock en magasin si je veux expédier ou préparer depuis le magasin. Autre chose importante qui touche aussi les magasins, c'est les retours. Les retours, dans le e-commerce, alors il y a certains acteurs qui ont de la chance, qui n'ont pas trop de retours, mais en général, les taux de retour, ça peut varier de quelques pourcents dans certains pays à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 30%. Il y a des gens, et j'en connais, qui s'amusent à commander, quand ils hésitent entre trois pointures de paires de chaussures, qui vont commander 40, du 40, du 41, du 42, et comme ça, ils vont essayer les trois, ils vont en renvoyer 2 paires. Donc tout ça, c'est des retours, c'est important. Donc là encore, quel rôle des magasins? L'avantage pour les retailers qui ont des magasins, c'est qu'il y a une grosse partie des retours qui peuvent se faire en magasin, ce qui facilite beaucoup le travail. Et en même temps, donc, il faut avoir des entrepôts qui ont la capacité de recevoir des retours. Et donc, il faut se poser la question, comment je traite les retours? Qu'est-ce que je fais d'un produit qui est retourné? Il y a souvent, il faut faire un contrôle qualité pour savoir est-ce que je peux le remettre en vente ou est-ce qu'il ne va pas être remis en vente. Et il y a aussi un contrôle qualité parce qu'il y a des consommateurs qui abusent et qui portent par exemple des souliers et qui les renvoient. Donc tout ça, il faut le mettre en place et les retours, c'est quelque chose de très compliqué. Ça prend beaucoup de main-d'œuvre et ça coûte assez cher. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Il y a certains de nos clients qui ont carrément des sites logistiques qui sont dédiés aux retours et d'autres, au contraire, qui intègrent les retours dans le site qui fait les flux allés pour faciliter tout ce qui est remise en stock, etc. Donc c'est une problématique clé, pas seulement dans le retail, dans toutes les e-commerce, comment je traite les retours. Voilà, donc on a vu les principaux points clés, mécanisation, retour, mutualisation des stocks. On va maintenant vous dire comment réussir un projet de refonte du réseau logistique, quels sont les points méthodologiques sur lesquels il faut s'appuyer. Donc le premier point critique, c'est le bon équilibrage entre de faire du très quantitatif et faire du très qualitatif. À Diagma, on a un outil de modélisation de réseau logistique qui s'appelle Dialogue, qu'on a conçu en interne, qu'on a amélioré depuis une vingtaine d'années, qui sans cesse s'améliore, qui permet de faire des simulations de réseau logistique. Donc on modélise l'ensemble des coûts depuis les fournisseurs ou depuis les usines jusqu'aux clients. On modélise le transport, l'entrepôt, les stocks et on fait tourner, et il donne la localisation optimale d'un entrepôt, combien il faut d'entrepôts, etc. Donc, il faut avoir ce type d'outil logistique parce que ça permet de chiffrer assez facilement un scénario versus un autre. Donc ça, c'est le premier pilier. Mais il ne faut pas oublier le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est une approche plus qualitative. Une approche qualitative, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien intégrer l'ensemble des parties prenantes au projet, donc les faire réfléchir, les faire brainstormer sur quels sont les scénarios que je veux regarder, quels sont les scénarios, les points que je veux absolument pas bouger, par exemple, dans mon réseau logistique. Quand on dit les parties prenantes, pardon, c'est toutes les fonctions clés. Les parties prenantes, c'est le marketing, effectivement, le commerce, la supply chain, la logistique, mais aussi les systèmes d'information, des fois la direction générale. Finance. Donc toute la finance, ça peut être toutes les fonctions qui doivent être impliquées dans ce type de projet. Le e-commerce, ça touche potentiellement toutes les fonctions. Donc,
c'est important de bien les impliquer, d'une part parce que ça permet aussi dans ce type de projet, d'une part d'avoir des bonnes idées, il y a des gens qui ont des bonnes idées, ça apporte des nouvelles idées, et puis d'autre part, ça facilite la mise en œuvre. Plus vous avez fait réfléchir les gens sur les points faibles du système actuel, les points forts, plus ils vont être conscients qu'il faut changer, et plus vous les impliquez, plus ça va faciliter la mise en œuvre, parce qu'ils vont dire, ce n'est pas les consultants de Diagma qui ont trouvé cette idée et qui nous disent il faut faire ça parce que je vous le dis, ils sont impliqués parce qu'ils ont réfléchi, ils ont vu les mêmes choses que nous et ils ont été impliqués dans toute l'approche depuis le diagnostic jusqu'à l'étude, la comparaison des scénarios et donc ça permet de bien faire en sorte que tout le monde soit content du résultat de l'étude et soit moteur dans la mise en place. Donc ça, c'est un des points clés. L'autre point clé, c'est bien entendu de dire au début, il n'y a pas de tabou, il faut tout mettre sur la table et réfléchir à des choses, des fois, on a fait ça depuis 10 ans, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut le faire pour les 10 ans qui viennent. En complément, c'est un sujet qui motive beaucoup les acteurs. Donc, on a en général sur des sujets comme ça pas de mal à mobiliser des acteurs en dehors de la supply chain parce qu'ils sentent bien que c'est essentiel de participer à ce projet. Je ne sais pas si vous voyez sur les photos, mais on arrive même à les faire travailler à 4 pattes pour se mettre ensemble avec les post-it à reconstituer. Voilà, il y a du très participatif et c'est en général, ils ressortent d'un séminaire comme ça, d'une demi-journée ou d'une journée, absolument ravis d'avoir vraiment contribué, mis les premières pièces. Et puis après, comme disait Gilles, on va après factualiser avec des modèles et quantifier. Mais au moins, ils ont été à l'origine des grandes orientations et des grandes idées qu'on va tester. Je ne sais pas si c'est des photos récentes parce qu'on ne voit pas les masques. En fait. Non, ça date de l'an dernier, ça. On pourra en rajouter une. Donc à Diagma, on a vraiment cette approche quantitative, parce que c'est important, mais l'approche qualitative est clé aussi, et il faut trouver le bon arbitrage entre les deux. À Diagma, on pense qu'on a le bon équilibre entre les deux. Autre point, c'est qu'au-delà des dimensions physiques, des entrepôts, du transport, il y a un certain nombre de points critiques qu'il faut bien intégrer dans ce type de projet. C'est premièrement la gouvernance. Quand je parle de gouvernance, c'est les rôles et responsabilités de chacun des acteurs. On citait tout à l'heure le cas du stock. Donc c'est comment est-ce que si j'ai un stock dans un entrepôt qui est commun au e-commerce et au canal, si je puis dire, historique, comment est-ce que je gère ce stock? Est-ce que je dois donner la priorité au e-commerce parce que les clients, ils attendent pas, ils veulent avoir le produit tout de suite? Est-ce que je donne pas la priorité au e-commerce? Qui gère les arbitrages? Donc ça, c'est un point important. Deuxième exemple, c'est classiquement pour les distributeurs, donc les retailers. Au départ du e-commerce, les magasins voyaient le e-commerce comme un ennemi des magasins parce qu'ils allaient perdre des clients, et ils allaient perdre du chiffre d'affaires. Donc là, aujourd'hui, le e-commerce, il est vu plutôt comme un complément des magasins. Donc, ce qui est important, et un certain nombre de nos clients font en sorte de garder ce principe, c'est que, par exemple, le chiffre d'affaires de quelqu'un qui est à côté d'un magasin, il compte comme le chiffre d'affaires du magasin, donc par exemple dans le bonus du responsable de magasin, pour qu'il ne voit pas le e-commerce comme un adversaire de son métier classique. D'accord ? Donc lui, l'objectif, c'est que le client soit content, qu'il revienne dans le magasin quand il a un retour, parce que c'est plus simple que d'aller à la poste ou des choses comme ça. On peut avoir tout de suite échangé une paire de chaussures quand j'ai une mauvaise taille. Donc il y a un certain nombre de choses où le magasin est vraiment un complément du e-commerce. Donc ça, c'est un point clé, rôle et responsabilité. Des autres exemples, c'est par exemple les relations fournisseurs. Donc dans un réseau logistique, il y a certains fournisseurs qui peuvent imposer, par exemple, d'être livrés en camion complet. Dans ces cas-là, ça va avoir un impact sur le réseau logistique parce que ça veut dire que je peux peut-être pas faire autant d'entrepôts que ce que je veux parce que je dois avoir des appros ou des fournisseurs qui me livrent des grosses quantités. Donc, les relations avec les fournisseurs jouent aussi. Et puis, bien entendu, des choses comme les systèmes d'information
ou la fiscalité. Je prenais tout à l'heure l'exemple du Brexit, on devrait en parler dans les mois qui viennent. C'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois avoir un entrepôt en Angleterre? Est-ce que je peux livrer depuis la France? Quel délai? Comment je peux passer la frontière? Donc tout ça, c'est des exemples de choses qu'il faut vraiment prendre en compte quand je repense à comment doit évoluer mon réseau logistique. Dernier point, le réseau logistique, c'est quelque chose qui ne se change pas en un claquement de doigts. C'est en général une réflexion à 5 ans, à 10 ans. Donc, c'est des choses qu'il faut se projeter dans l'avenir. Alors, on voit bien en ce moment avec la crise sanitaire, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. Des fois, on ne sait pas très bien ce qu'on va devenir dans 3 mois. Alors, quand on dit aux entreprises, essayez de nous dire qu'est-ce que vous voulez vendre et qu'est-ce que vous voulez avoir comme promesse dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est compliqué, je ne sais pas. Donc, ça, c'est normal. Le futur est incertain. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, et nous, on a une méthodologie très solide là-dessus, c'est travailler par scénario et par ce qu'on appelle analyse de sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs scénarios. Un scénario plutôt conservateur, un scénario plutôt optimiste, un scénario peut-être le plus probable, et dire comment est-ce que je fais des simulations de réseau et comment est-ce que mon réseau réfléchit dans chaque cas. Donc, et il faut choisir pas forcément le meilleur réseau. Des fois, on a des réseaux qui sont idéaux pour un cas assez particulier, mais si vous augmentez par exemple le nombre de commandes e-commerce par 2, le réseau, il n'est plus du tout adapté. Donc, il ne faut pas forcément le réseau optimal, mais un réseau qui soit ce qu'on appelle robuste. Dans tous les cas, il peut faire face, il peut répondre à la demande. Et ça, c'est un bon réseau logistique parce qu'il est capable de s'adapter à l'incertitude. Et il faut mieux être 1% plus cher, mais avoir un réseau adaptable, robuste, etc., que viser le réseau vraiment optimal, mais qui soit bloqué si jamais notre e-commerce a plus de succès que ce qu'on pense. Alors l'e-commerce, dans certaines entreprises, commence à être assez mûr, mature, donc on sait où on va, mais il peut y avoir plein de choses qui bougent. On a vu la crise sanitaire, on a vu d'autres changements qui font qu'il peut y avoir des sauts dans l'e-commerce, et il faut être prêt à répondre à ces besoins. Donc, je vais repasser la parole à Yves pour conclure. Voilà, juste donc une petite synthèse, un petit résumé des facteurs clés de succès de ces projets. Donc, le premier point, on réinsiste, mais c'est vraiment très important. On sent bien que chez nos clients, c'est une vraie transformation, changement de culture. Gilles expliquait le patron de magasin qui devient plus simplement un directeur de magasin, mais qui est un patron de zone de chalandise et qui anime son activité omnicanale et pas juste son activité à l'intérieur des 4 murs de son magasin. Donc c'est des transformations importantes, pour les acteurs. La supply chain à nouveau, par sa transversalité, joue un rôle important là-dedans. C'est aussi pour ça que c'est passionnant pour les acteurs de la supply chain d'être en lead sur des projets de transformation comme ça. Voilà, et c'est vraiment participatif, collaboratif, on a insisté là-dessus. Il y a beaucoup, nous on anime beaucoup d'ateliers au cours de ces études, à tout moment, pour être sûr d'embarquer tout le monde, d'expliquer, de revenir éventuellement en arrière s'il faut à un moment donné, mais d'être sûr qu'à la fin, on a vraiment eu une co-construction et que quasiment 100% des acteurs qui ont participé se disent oui, on a co-construit ensemble et on est convaincu que c'est bien la transformation qu'il faut mettre en place. Parce que vous voyez bien qu'après, il y a plein de projets qui vont se mettre en place, des projets de design d'entrepôt qui vont demander des investissements importants, CAPEX ou autres. Donc il faut vraiment qu'on soit très sûr, et après on peut remonter à une direction générale pour lui dire voilà le projet, on l'a construit ensemble et c'est un vrai projet de transformation. Le deuxième point, je réinsiste vraiment, mais ces enjeux de promesse client, quelle est la bonne promesse client et pas toujours la promesse client la plus rapide, comme
certains pure players ont pu nous le faire croire depuis quelques années. Ça, c'est essentiel. Donc, ça se travaille parce que c'est lié aux produits, c'est lié aux usages que les clients en font. Donc, il y a un vrai travail là-dessus et de faire comprendre aussi aux équipes produits marketing les impacts sur un réseau logistique, de passer une promesse de J+2 à J+1, de les faire comprendre et travailler avec nous là-dessus. La démarche, elle doit être globale et intégrée. On a vraiment insisté. On est depuis des années habitué à faire des études de réseau où évidemment on prend en compte les enjeux logistiques, les enjeux de transport, les enjeux stock. Là, rien de nouveau là-dessus. Mais là, vous voyez qu'il y a des enjeux de gouvernance qui sont majeurs. Et là, on touche à nouveau aux cultures d'entreprise. On travaille avec certains acteurs qui ont des cultures d'entreprise très centralisées et avec d'autres qui sont très décentralisées jusqu'à l'entreprise libérée. Donc là, on peut être sur un réseau européen et se dire non, mais de toute façon, il faut qu'il y ait une subsidiarité, il faut qu'à la fin de la fin, ça soit l'acteur local qui décide. Donc vous voyez que la gouvernance ne sera pas la même. Autre point, on a parlé fiscalité douane. Quand on a un entrepôt dans un pays et puis une zone de chalandise dans un autre pays qui font partie de deux zones douanières différentes, quand on est sur des réappro magasins, c'est éventuellement jouable, on passe quelques jours de dédouanement, etc. Il y a un petit peu de stock dans le magasin, c'est jouable. Quand on est en e-commerce, on peut se prendre très vite quelques jours avec la douane et on ne sera plus du tout dans les promesses clients. Donc voilà, tout ça a des impacts très forts. Le quatrième point, et encore une fois, c'est pas simplement parce qu'il y a la crise sanitaire actuelle qui a fait réexploser les questions d'agilité, de résilience, d'adaptabilité. Bien sûr que la crise le met en avant de façon encore plus essentielle, mais c'est une toile de fond de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aspects, les évolutions des attentes des clients, les aspects géopolitiques, l'aspect développement durable, qui fait que les besoins vont évoluer dans les années futures. Et comme disait Gilles, on ne conçoit pas un réseau juste pour l'année prochaine, on se projette au moins à 5 ans, voire quand on fait de la méca, plutôt à 10 ans. Donc ça, c'est des enjeux essentiels de bien comprendre ça. Et donc, on ne cherche pas forcément la meilleure solution pour un scénario nominal, mais vraiment une solution qui me permettra éventuellement de tourner un peu à droite, tourner un peu à gauche relativement facilement en fonction de ce qui me tombera dessus après. Tout le monde a bien vu la part du e-commerce qui a explosé par la crise sanitaire. Alors c'est probablement temporaire, mais il y a quand même une partie de vague de fond qui va rester. Il y a des clients qui auront changé d'habitude et le e-commerce va monter beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Voilà. Et puis après, sur les aspects un petit peu plus physiques, donc mécanisation, là, il y a vraiment des bonnes questions à se poser. Ça a beaucoup évolué. Il y a des nouvelles offres de systèmes mécanisés. Qu'est-ce qui est adapté à ces transformations omnicanal e-commerce entre tous les types de solutions. Donc nous, on a des équipes spécialisées là-dessus qui nous accompagnent sur ces projets pour cadrer un petit peu dans ces études de stratégie le type de méca qui pourrait être adapté. Et puis se repose encore plus la question de est-ce qu'on travaille avec des partenaires, pas avec des partenaires, l'externalisation, quel type de partenariat, est-ce que s'il y a à investir, c'est le partenaire en méca, c'est le partenaire qui investit, c'est nous. Et encore une fois, parce que le e-commerce, parce que le omnicanal demande des transformations fortes en processus de préparation, ça repose vraiment toutes ces questions. Voilà. Mais c'est un mot de conclusion, c'est vraiment, enfin chaque fois qu'on les mène, des projets passionnants, des aventures humaines incroyables et comme disait Gilles, on est vraiment au bout d'un moment. Je ne sais même plus si on est Diagma ou pas. Voilà, on fait partie d'une équipe client qui essaye d'accompagner cette transformation. Et il faut l'accompagner parce que certains avaient pris du retard, sont en train de le regagner maintenant. Mais la course se joue évidemment là-dessus dès maintenant et encore plus dans les années à venir. Voilà un petit peu ce qu'on voulait partager. C'est très high level. Vous avez vu qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais c'était un parti pris de vous donner le panorama et surtout de vous mettre l'accent sur peut-être des points qui sont un petit peu moins connus, mais qui sont essentiels dans ces projets. Merci en tous les cas, c'était vraiment passionnant. Et c'est vrai que ça donne envie de vous poser plein de questions. Puis j'imagine qu'en régie, il doit y avoir plein de questions. On me fait oui de la tête.
Moi aussi, j'ai plein de questions à vous poser. Enfin, j'imagine, là, tout à l'heure, Yves, vous l'avez souligné, la crise du Covid a accéléré le phénomène e-commerce. J'imagine qu'il doit y avoir plein de réflexions en cours sur l'omnicanalité, sur la manière justement de gérer à la fois du flux e-commerce et du flux traditionnel. Oui, donc c'est clairement, encore une fois, cette prise de conscience, elle existait avant. Hein, on l'a bien vu depuis 5 ans maintenant. Les gens sont conscients que Amazon faisait la course en tête ou d'autres et qu'il fallait réagir. Enfin, on le voit bien dans la grande distribution, dans la distribution spécialisée. Ils n'ont pas forcément bougé très vite pendant un moment, et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il fallait y aller, ou alors c'était mourir à un moment donné. Donc cette prise de conscience, elle existait, mais là, elle a été montée beaucoup plus fort du fait de la crise sanitaire. Encore une fois, faut pas prendre la référence des 2 mois de confinement comme étant forcément la référence du futur, parce que j'espère bien qu'on va finir par sortir de cette crise et tourner la page du Covid. Mais à nouveau, on parlait de changement de culture, de mindset. Là, on voit bien que les gens se disent « Non, mais attends, moi, mon e-commerce, ok, je le cale peut-être en nominal à 15-20%, mais il faut que je sois capable, alors ça ne sera pas le Covid, on espère, mais ça sera d'autres points qui feront qu'à un moment donné, je dois être capable du jour au lendemain de le monter par 2, de le multiplier par 2 et d'être réactif là-dessus. Donc tout ça qui rejoint l'agilité dont on parlait, oui, la prise de conscience est très forte. Et s'il y a au moins quelques aspects pas totalement négatifs, la crise sanitaire, ça sera bien, ça en sera bien un des aspects. Ouais. Alors vous avez parlé de relocalisation, de stratégie en fonction des zones géographiques. On a parlé de mécanisation aussi. On n'a pas beaucoup parlé d'informatique, mais je pense que les systèmes d'information sont aussi très importants dans cette reconfiguration des réseaux. Oui, il faut s'adapter. Donc, il faut, au départ, en termes de réflexion, il ne faut pas trop se limiter. Nous, notre message, c'est au début, pas trop se limiter avec les systèmes d'information. Ce n'est pas les systèmes d'information qui doivent définir la stratégie, c'est plutôt la stratégie qui doit s'appuyer sur des systèmes d'information. Donc, au début, on ne regarde pas énormément tout ce qui est système. On regarde quand même les systèmes actuels et les blocages, mais on se dit, on essaye quand même d'ouvrir assez large pour pas trop se bloquer. Mais après, Yves en a parlé tout à l'heure, il y a tout ce qui concerne le transport, la traçabilité, la gestion de stock, le pilotage des stocks. Donc tout à fait, après les systèmes sont clés, mais il ne faut pas non plus et puis trop... C'est une couche qui permet de coordonner aussi l'ensemble, parce que c'est ça permet effectivement de faire en sorte que tous les acteurs soient agiles, que le stock soit bien piloté et les priorités bien définies. Donc il faut avoir des bons systèmes. Quand on a 2 entrepôts, il faut savoir lequel va expédier la marchandise. S'il y a des ruptures dans l'un, il faut être capable d'expédier depuis l'autre. Donc tout ça, c'est effectivement les gens qui ont des bons supply chain, ils ont un bon système pour les aider à exécuter et à piloter cette supply chain. Et juste en complément, ça peut être très vertueux, parce que évidemment, l'un des chefs d'orchestre là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'OMS, l'Order Management System, où voilà. Et bien ça peut être clé, parce que Gilles disait tout à l'heure, en général, on est plus efficace à préparer en entrepôt qu'en magasin. Donc, on devrait naturellement, si on tient la promesse avec ça, si on n'est pas sur une promesse ultra rapide, aller prélever en entrepôt. Mais si, au contraire, on se rend compte qu'on a bien des produits en entrepôt, mais on a un surstock quelque part en magasin, ben, il vaut peut-être mieux repositionner la commande e-commerce sur le magasin. On perdra peut-être un petit peu en efficacité opérationnelle, mais on va aider le magasin à écouler son stock. Voilà, donc tout ça, c'est le rôle des règles de pilotage, mais mises en œuvre par des systèmes informatiques performants derrière pour arriver à faire ça en temps réel, quoi. Des vrais challenges pour le commerce ouais. aujourd'hui. Alors, je me tourne vers la régie parce que je crois qu'il y a plein de questions, en fait. Hervé ? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, comment cette transformation impacte les fournisseurs? Et est-ce que certains fournisseurs ont également changé leur réseau logistique lié au e-commerce de leurs clients? Alors, il y a deux questions là-dedans. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, hein, si on dit fournisseurs étant plutôt les industriels et retail, il y a une première partie de la question qui est de dire, au moins au départ,
c'est bien, dans les produits de grande consommation ou les produits de luxe, c'est bien les retailers qui ont pris la main sur offrir ce e-commerce parce qu'ils étaient au contact du client. Mais assez vite, les industriels, les designers de produits, si on reprend dans les chaussures, les Nike ou Adidas ou autres, se sont dit, oui, mais OK, on passe par des retailers, on passe par Decathlon, on passe par Intersport, on passe par GoSport. C'est eux qui directement s'occupent de, quelque part, pour nous, d'assurer le e-commerce vers les clients. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne monterait pas en puissance pour faire ce que Gilles appelait du direct to consumer, c'est-à-dire de dire, on peut peut-être pas mettre des réseaux de magasins partout, même si certains d'entre eux en ont, mais en tout cas, en e-commerce, il n'y a pas de raison qu'on n'adresse pas le client directement. Donc là, il y a une vraie transformation. C'est vrai, pareil, dans les produits de luxe, dans des grands groupes comme LVMH ou autres, où on voit bien que les maisons, au départ, c'était évidemment des Sephora ou autres qui avaient pris la main là-dessus. Et là, maintenant, on voit bien que les différentes maisons de parfums ou autres sont en train de reprendre la main pour avoir cette offre en direct, connaître le client en direct et être capable de le faire. Et là, c'est une transformation majeure parce qu'à nouveau, pour le coup, ce n'est pas des gens qui sont forcément habitués à avoir des préparations unitaires vers un client. Justement, est-ce que ça fragilise la distribution sélective, le fait qu'ils s'adressent directement au client final? Alors, ils vont reprendre une partie du business peut-être, mais il restera toujours... parce que l'avantage de la distribution sélective, c'est qu'elle va être multimarque. Donc, si un client commande deux parfums de marques différentes, s'il le fait chez Sephora, il va pouvoir faire sa commande en une fois. Sinon, il va falloir qu'il aille sur un site d'un industriel du parfum, sur un autre. Donc, voilà, je pense qu'il y a un peu une répartition des parts de gâteau qui est en train de se faire, mais vaut mieux le voir. Et d'ailleurs, on entraîne nos clients là-dessus. C'est toujours pareil, au lieu de voir de la concurrence, c'est globalement qu'est-ce que nos clients, parce que les clients si je prends Dior Parfum et Sephora, derrière, il y a bien les mêmes consommateurs, les mêmes clients. Qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'on peut leur apporter tous ensemble. Et on revient à des classiques de collaboration, mieux travailler ensemble dans une supply chain un petit peu étendue, quoi. Autre question. Pouvez-vous nous préciser vos recommandations en termes de pilotage des prévisions dans le cas d'un développement de canal e-commerce en plus des canaux B2B déjà existants dans l'entreprise? Alors, je vais peut-être prendre la main. Donc, sur les prévisions, c'est sur du e-commerce, c'est assez différent des prévisions classiques. Donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est la part que représente le e-commerce dans le total. Et souvent, sur le e-commerce, on n'a pas forcément la même répartition des ventes, puisque ça dépend de comment se présentent les écrans et choses comme ça. On n'a pas forcément les mêmes répartitions des ventes que dans un magasin. Donc, il faut faire des prévisions de manière un peu différente du reste, avec des méthodes qui peuvent être un peu différentes. Mais quand on a un outil qui fait en général des prévisions pour des magasins ou pour des clients industriels, en général, ça marche assez bien sur l'e-commerce parce que dans l'e-commerce, il y a beaucoup de commandes. Donc, on arrive à faire des prévisions, ce qu'on appelle statistiques. Une des grosses différences de l'e-commerce, c'est que c'est très sensible au marketing. C'est-à-dire vous mettez en avant un produit avec promo sur la page de garde. Des fois, vous pouvez avoir des ventes qui sont multipliées par 10, alors que dans un magasin, ça augmente un peu, mais les gens ne vont pas acheter 10 fois plus de yaourt si c'est en promotion que si ce n'est pas en promotion. Donc, le facteur multiplicatif du marketing est beaucoup plus important. Donc, c'est important, quand je fais des prévisions e-commerce, de bien intégrer tous ces aspects-là pour faire des prévisions. Peut-être juste en complément de ce que je viens de dire, Gilles. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire des prévisions sur les différents canaux. Donc, il faut analyser les canaux séparément. Le petit plus, et les gens essaient d'en tirer parti de ce qu'il y a avec l'approche e-commerce, et Amazon et d'autres l'ont compris depuis longtemps, c'est que avant d'avoir l'acte d'achat du client,
il y a des comportements clients qu'on voit apparaître sur des visites de pages web, etc. Donc là, on se tourne vers de la data pour essayer de tirer parti de cette information pour gagner peut-être quelques jours de réactivité parce que depuis 2 jours, les gens s'excitent beaucoup à aller voir ce produit. Il n'y a pas encore forcément énormément de commandes. Là, mais on est dans le prédictif. on est dans le prédictif. Donc, alors, et là, l'intelligence artificielle oui, bien un sûr. rôle. Data, machine learning. Après, il y a des algos techniques. Mais en tout cas, c'est l'idée de dire, dans un magasin, le client ne nous appelle pas avant pour dire « je suis peut-être intéressé par ce produit, je viendrai peut-être, etc. » Alors qu'en e-commerce, on peut suivre. Et c'est, encore une fois, c'est la force d'Amazon ou autres qui ont très bien compris ça et qui ont développé de l'algorithmique très avancé. Donc là, oui, alors, data, machine learning, il faut après revenir sur Terre pour voir ce qu'on en fait concrètement. Mais oui, dans l'esprit, oui, on peut utiliser des techniques comme ça pour aller plus loin et pour faire du prédictif sur des choses, sur des choses en particulier hyper réactives, sur des tendances à quelques jours. Ouais. Disposez-vous d'un comparateur de CO2 en fonction du mode de livraison afin de donner le choix au client final? Oui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des modèles, on s'appuie sur des modèles, alors pas forcément qu'on construit nous-mêmes, mais qu'on reprend de l'ADEME ou autre, ou d'organismes internationaux, pour plugger dans notre outil dont on parlait tout à l'heure, des impacts CO2 avec différents types de modes de livraison. On voit bien, par exemple, si c'est un click and collect, ou si c'est une livraison à domicile, on a évidemment pas le même impact environnemental. Donc oui, ça, on l'a intégré dans nos modèles. Alors, n'oublions pas, c'est là toujours la limite de l'histoire. N'oublions pas que la vraie histoire, c'est que quand on est un click and collect, le client, lui, va devoir venir au magasin. Donc cette partie-là, évidemment, elle est plus dure à modéliser parce que est-ce qu'il vient en transport en commun, est-ce qu'il vient en vélo, ou est-ce qu'il prend sa voiture et donc est-ce qu'il génère encore du CO2 pour venir en magasin avec un click and collect, c'est un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, toutes les parties qui sont intégrées dans notre périmètre, oui, on en tient compte. Et encore une fois, nos clients maintenant, il n'y a plus besoin de les pousser. On arrive et ils disent le CO2 est un indicateur au moins aussi important que les autres. Après, on les met tous, on regarde un petit peu, on valorise du CO2 dans nos modèles de coûts et on le travaille avec nos clients parce que ça peut faire basculer une solution assez rapidement. Hervé ? Où se situent les 3PL, 4PL historiques sur cette spécificité de développement e-commerce, donc en valeur et en force? Donc les prestataires logistiques historiques, il y a quelques années, ils ont été bousculés par un certain nombre de nouveaux acteurs. Là, on peut dire que depuis 3-4 ans, je pense, ils ont réagi et ils sont devenus assez performants sur le e-commerce. Notamment, nous, on a actuellement un projet avec un prestataire, un gros prestataire sur un projet de mécanisation. Donc là, il fallait investir plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'était forcément un gros acteur, un petit prestataire ne pouvait pas trop faire l'affaire. Un Français ? Oui, donc c'était en France. Je ne peux pas citer le nom parce que c'est un projet en cours confidentiel. Bon. Donc le prestataire a investi pour le compte de notre client et l'objectif, c'est que ce site serve pendant les 10 prochaines années. Donc ça, c'était un prestataire traditionnel qui a fait de l'e-commerce et aussi les autres canaux et qui a investi pour ça. Donc les prestataires, maintenant, commencent à bien maîtriser l'e-commerce, certains mieux que d'autres. Donc ça peut être un facteur de différenciation, mais les 3PL ont bien pris la main là-dessus. L'e-commerce, c'est, comme on l'a dit, assez compliqué. Il y a plein de solutions possibles. Donc, il faut bien trouver la bonne solution adaptée au volume, au type de produit, au type de commande. Donc, one size does not fit all. D'autres questions ? Il y a encore de nombreuses questions, mais là, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter. Toutes les prendre dans l'ordre de l'arrivée. Alors, une dernière. Pour un B2B, est-il nécessaire de gérer les stocks e-commerce de manière séparée des stocks traditionnels
pour ne pas interférer avec les canaux habituels, ou conseillez-vous de travailler sur les mêmes stocks? Donc nous, à Diagma, on conseille de travailler sur les mêmes stocks. Donc c'est important d'avoir surtout cette mutualisation pour éviter de tomber en rupture pour un canal alors qu'il y a du stock pour un autre canal. Mais après, on peut avoir des notions de priorité. On peut avoir un même stock, mais une priorité d'un canal par rapport à un autre. Donc ça, c'est la meilleure pratique, parce que réserver des stocks pour un canal, là, ça peut être assez dommageable en termes de business. Et donc là, ça recroise la question de la gouvernance dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire ce stock mutualisé, quelle est la gouvernance, à qui je l'affecte, est-ce qu'à un moment donné, quand je suis trop bas, je le réserve à un canal plutôt qu'à un autre? Là, on parlait de B2B, mais dans le retail, on a eu ces discussions avec nos clients, vraiment des discussions passionnantes, de dire s'il ne me reste pas beaucoup de produits, est-ce que je préfère les garder pour réapprovisionner des magasins qui en ont besoin, quitte à ce que sur mes 100 magasins, j'en ai que 10 qui aient le produit? Ou bien est-ce que je me dis non, il vaut mieux que je fasse bénéficier de ces 10 produits à l'ensemble de la population, pas en immédiateté comme on peut l'avoir en magasin, mais au moins sur le site e-commerce. Donc, encore une fois, il y a eu des changements de culture. Au début, on sentait bien que le retail historique, les magasins pesaient en disant non, moi, tant qu'il y a des produits, il faut que tu me les donnes et je les vendrai. Et puis là, on a senti l'évolution de dire mais non, autant garder cette mutualisation parce qu'au moins, tout le monde pourra continuer à avoir accès à ces produits et pas simplement les gens qui sont chanceux d'avoir les quelques magasins qui ont encore ces produits. Donc ça, en particulier dans les produits saisonniers, c'est une partie essentielle du pilotage de cette stratégie. On va malheureusement s'arrêter là, puisque ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite quand on est ensemble. C'était vraiment très, très agréable. Alors pour ceux qui ont posé des questions et malheureusement qui n'ont pas questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de pouvoir répondre, je pense que nos consultants les recontacteront individuellement pour apporter les réponses Avec plaisir. qu'ils souhaitent. Écoutez, un grand merci en tous les cas d'être venu. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir très prochainement à nouveau sur le plateau de Supply Chain Village. On va peut-être afficher aussi à l'écran le dernier slide avec votre contact si les gens souhaitent vous appeler, vous contacter, soit par mail ou soit par téléphone, bien entendu. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui à être inscrits, plus de 160, je crois, 170. Donc vraiment un très, 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 très gros intérêt à la fois pour cette thématique et pour, bien sûr, nos invités. Merci Jean-Philippe. Merci. Et merci à tous. Bonne journée à tous. À bientôt.